Et Noémie nous dit que pensez-vous des différentes techniques d'épilation Raja cire pour la zone du maillot? Est-ce qu'il y a un risque à épiler cette zone au laser? Donc on approche de l'été, peut-être que vous posez la question comme Noémie. Ici, zéro injonction. On va vraiment rester du point de vue santé, ça c'est sûr. Et alors pour vous donner une idée de la proportion de femmes qui s'épilent, il y a eu une étude faite par l'IFOP en 2021 sur environ 2000 personnes de plus de 18 ans. Et voici le résultat pour les femmes. 24% disaient s'épiler intégralement, 48% non intégralement et 28% préféraient le naturel. Et pour ça, il existe plein de techniques différentes. Et oui, exactement, vous avez l'embarras du choix. Alors, une des plus utilisées, c'est la cire. Vous avez soit sous forme de bande comme ça, soit même des pots de cire qu'on fait fondre, par exemple, au micro-ondes. Ça a l'avantage de ne pas abîmer la peau, de vous laisser tranquille pendant 2 ou 3 semaines. Par contre, ça peut faire mal, surtout sur cette zone, et on peut avoir un peu de poil incarné à la repousse. Ensuite, on a le rasage. Là, ça c'est no-go. No-go, ok. Ah ouais, ça a l'avantage d'être pratique en tout cas et rapide. Mais ça repousse en sanglier. Voilà, c'est ça. On pique assez vite et vous avez aussi le risque de micro-coupure. Et vous avez cette alternative, Enora, si là, vous le souhaitez. Pareil, c'est la tonte du mouton. Il y a de plus en plus de tondeuses pour bikini. Et voilà, et donc ça évite de se couper et d'arracher le poil. Et puis on a la crème dépilatoire. Exactement. Ça, non. Moi, je dis no-go à celle-là parce que c'est plein de mauvais produits et on est sur une zone très, très sensible. Et puis il y a les techniques définitives avec le laser. Oui, exactement. Alors, sur les côtés du maillot, pourquoi pas, mais attention, sur les grandes lèvres, eh bien, ça peut abîmer les glandes sébacées, la peau peut s'affiner. Si vous avez déjà une fragilité type sécheresse ou quelque chose comme ça risque d'empirer. Et puis, pour les peaux foncées, il y a des risques d'hyperpigmentation. Et qu'en pensent, sur le point de vue, d'un point de vue médical, les professionnels de santé et les gynécologues? Alors, j'ai posé la question au docteur Odile Bagot. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas vraiment de différence entre garder ses poils ou les enlever. En tout cas, en termes d'hygiène, vous savez, on entend parfois que ça serait plus propre de ne pas avoir de poils. En réalité, il n'y a pas du tout de différence à ce niveau-là. Ce sont des idées reçues. Le seul risque, c'est l'épilation intégrale. Le fait d'avoir la vulve qui est directement en contact avec la culotte. Ça, non? Exactement, il n'y a pas la protection des poils. Donc, ça peut déséquilibrer la flore vulvaire et être un peu plus irritant. Donc, d'un point de vue purement gynécologique, l'épilation intégrale, ça enlève une petite protection et ça fragilise les grandes lèvres. Donc, on va dire que ce qui dépasse du maillot, eh bien, ça suffit largement. Et pour ce qui concerne les hommes qui ne sont pas en reste? Ah oui, alors clairement quand même, ils n'ont pas les mêmes injonctions que nous, les femmes. À la plage, si vous avez par exemple ce monsieur avec son très joli slip de bain et quelques poils qui dépassent, personne ne va rien dire. Très joli slip. On est d'accord. C'est vrai, effectivement. Bah on oui, est plus indulgent. Mais ça change pour les hommes aussi, puisque le même sondage, selon la même étude, il serait quand même 65% aujourd'hui à s'épiler soit intégralement, soit épiler carrément, pas raser. Alors, les deux. D'accord. Les 65%, c'est à la fois enlever totalement et à la fois juste raser ou tondre. Donc, la question se pose de plus en plus pour eux. Voilà. Et hommes comme femmes, attention, ça doit être un choix personnel. On ne cède pas aux injonctions ni du chéri, ni de la chérie, ni sociétale. Fabien, ça s'épile par ici? Absolument pas, je travaille dans le froid, donc je garde tout. Voilà. Il y avait 2 hommes, donc il y a 1 sur 2 qui s'épile. Vous ne vous épilez pas. Vous connaissez ma position. Merci beaucoup, Aurélie. C'est Junior, on passe à notre dossier du jour. C'est une urgence pour laquelle chaque minute compte. On parle maintenant d'infarctus. 120 000 personnes sont touchées chaque année en France, mais grâce au progrès de la médecine, la grande majorité des patients survivent. Alors, comment vit-on après? Comment éviter la récidive et quel est le mode de vie idéal? On répond à toutes ces questions avec notre spécialiste. Et nous sommes ravis d'accueillir le docteur Stéphane Manzo-Silberman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin cardiologue à la Pitié-Salpêtrière, c'est la PHP, c'est à Paris. On va parler d'infarctus du myocarde, mais est-ce qu'on peut dire déjà d'une manière générale qu'on a énormément progressé dans la prise en charge et la survie post-infarctus? J'imagine que dans les années 50, on mourait assez vite et assez facilement, et aujourd'hui, on a beaucoup progressé. Exactement. Il y a eu des progrès qui ont été réalisés ces 30 dernières années qui sont absolument impressionnants grâce au développement de la revascularisation, de la réouverture de l'artère le plus vite possible. Et c'est ainsi que si on compare grâce aux données d'un registre français, le registre FAST-EMI, la mortalité à 30 jours après un infarctus du myocarde, dans les années 90, on était aux alentours de presque 20%. C'est énorme. Voilà, au-delà de 15%. Et à l'heure actuelle, on est en dessous, pour cette même période, en dessous de 5%. Donc on a fait d'énormes progrès, c'est notamment lié aux techniques, vous l'avez dit, de revascularisation des artères qui sont bouchées.
Ce qui nous permet de vous réexpliquer quand même le mode de fonctionnement et qu'est-ce qui se passe en cas d'infarctus du myocarde. L'infarctus du myocarde, c'est une des artères du cœur qu'on appelle les artères coronaires qui va venir se boucher. Normalement, ces artères transportent l'oxygène, vascularisent le cœur quand tout se passe bien. Mais avec le temps, il est possible d'avoir la formation de plaques de cholestérol et ce cholestérol peut malheureusement se fissurer. Or, lorsque la plaque se fissure, eh bien, votre organisme va tout faire pour faire de la coagulation. Un caillot se forme, ça bouche une artère et lorsque l'artère coronaire du cœur est bouchée, eh bien le cœur souffre, la vascularisation n'est pas assurée et l'enjeu c'est d'aller vite et de déboucher cette artère. D'un mot, on peut expliquer peut-être les symptômes d'infarctus du myocarde? Alors, la douleur de l'infarctus du myocarde, c'est assez simple, c'est une gêne dans la poitrine. Une gêne, c'est une douleur, un poids, une brûlure, une oppression, quelque chose qui va être situé au niveau du thorax. Ça, c'est dans 80% des cas. À cette gêne thoracique s'y associent parfois des sensations également dans le bras gauche, mais ça peut être le bras droit, vers la mâchoire où ça va serrer. Parfois, c'est des sensations également de palpitations, d'essoufflement très brutal, de vertige, de nausée. Parfois, la douleur n'est pas tellement sur le thorax, mais plutôt au niveau de l'estomac. C'est des formes qui peuvent être ou seules ou associées à la douleur thoracique. On a refait le point sur les douleurs au niveau de la poitrine en cas d'infarctus. Et alors, c'est quoi la réaction à avoir? Si on en est un, on se rend aux urgences soi-même? Alors, en France, on a une chance extraordinaire, on a le SAMU. Donc, une douleur dans la poitrine qui dure depuis plus de 10 minutes, sans discontinu, qui est intense, c'est le 15. Pour être en contact avec un régulateur et un médecin qui pourra déterminer la nécessité d'envoyer une équipe, mais on ne se déplace pas. Pourquoi? Si on prend sa voiture, le risque à la phase aiguë d'un infarctus, c'est qu'il soit compliqué d'arrêt cardiaque, de troubles du rythme. Et donc, de non seulement ne pas sauver la personne, mais provoquer un accident. Là, je m'adresse du coup à vous deux. Si on accompagne quelqu'un qui a une crise, qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, un premier geste? Le 15. Ouais, Le c'est 15. ça. Mais vraiment, nous, on ne touche pas du tout à la Non, personne. non, on fait non, rien. et on va venir. Et on va D'accord. venir. Ouais, il faut laisser au repos. Et, Voilà, c'est pas le d'effort. 15. On n'appelle pas le médecin, le meilleur ami, le voisin. C'est le 15. En France, on a cette chance d'avoir, donc c'est l'appel 112, 15, pour avoir une prise en charge la plus rapide possible, puisque le pronostic qui va dépendre de cette précocité de réouverture de l'artère. Alors, on va parler de la vie après l'infarctus. Donc, l'enjeu, c'est d'éviter notamment la récidive. Tout à l'heure, sur l'infographie, on a montré des plaques de cholestérol. Un des enjeux, c'est de faire baisser le cholestérol déjà après un infarctus. Donc, ça passe par quoi? Par des médicaments? Par un changement dans son alimentation? Alors, ça va être tout un ensemble de choses. Si l'infarctus est lié, comme dans 85% des cas, à une plaque d'athérosclérose, en particulier liée à l'inflammation, au cholestérol, le mauvais cholestérol, il y a un médicament qui est impératif au décours, c'est la statine, qui va permettre de réduire de 25% le risque de décès ou de nouvel infarctus. Ah, quand même, 25% de risque de décès beaucoup. ou de nouvel infarctus, c'est énorme. C'est énorme. Donc, c'est le but, après l'infarctus, ça va être d'améliorer, de contrôler toutes les composantes qui ont favorisé la survenue de cet infarctus. La baisse du cholestérol, c'est un élément qui est essentiel, mais qui doit s'intégrer dans une prise en charge globale du risque que l'on appelle maintenant cardiométabolique. Ça veut dire qu'on améliore également, par exemple, la tension artérielle, c'est aussi important? La tension artérielle, la régulation du sucre également, l'activité physique qui va jouer sur les paramètres de tension, de régulation du métabolisme des lipides et des glucides également. Donc c'est un ensemble de prise en charge qui doit cibler tous les paramètres que l'on connaît être associés à l'augmentation de survenue de l'infarctus.